Lorsque Marc Dubois, multimillionnaire depuis 10 ans, s'agenouilla devant la tombe de sa femme Claire au cimetière du Père-Lachaise à Paris, il crut que c'était la fin. 3 années de souffrance. 3 années de deuil de la femme qu'il avait aimée plus que sa vie. Mais alors, une jeune fille de 16 ans en haillons s'est approchée de lui et lui a murmuré des mots qui ont brisé son monde fragile. « Votre femme est vivante. Je l'ai vue hier soir. » Son cœur faillit s'arrêter. Son esprit était confus. Si Claire était vivante, alors qui avait menti? Qui avait simulé sa mort? Et surtout, où était passée sa femme bien-aimée ces 3 dernières années, tandis qu'il mourait lentement de chagrin? Paris, octobre 2024. Le cimetière du Père-Lachaise était plongé dans un brouillard automnal qui drapait les pierres tombales de marbre d'une mélancolie. Marc Dubois, 48 ans, propriétaire d'un empire immobilier valant des millions d'euros, marchait lentement parmi les tombes. Il tenait à la main un bouquet de roses blanches. C'était le 3e anniversaire de la mort de Claire et, comme chaque année, Marc était venu passer la journée entière près de sa tombe. Il portait son plus beau costume noir, le même qu'il avait porté aux funérailles de Claire, le même qu'elle lui avait offert pour leur dernier anniversaire de mariage. La tombe de Claire Dubois était l'une des plus belles du cimetière, du marbre blanc de Carrare, une photo encadrée immortalisant son sourire radieux et une inscription qui disait « Épouse et mère bien-aimée. Ton sourire illumine toujours nos journées. » Marc s'agenouilla devant la pierre tombale et déposa délicatement les roses. Ses mains tremblaient tandis que ses doigts effleuraient la photo de Claire. À 38 ans, elle était la plus belle femme qu'il ait jamais connue, des cheveux bruns qui brillaient au soleil, des yeux d'un vert profond comme la mer, et un sourire capable de lui faire oublier tous les problèmes du monde. « Bonjour, mon amour », murmura Marc d'une voix brisée. « Tant d'années ont passé, et je n'arrive toujours pas à accepter que tu ne sois plus là. » Ces 3 dernières années, Marc n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses affaires continuaient, certes, mais il avait perdu tout intérêt pour tout. Il ne sortait plus, ne voyait plus ses amis et n'avait jamais croisé une autre femme. Claire avait été son monde, et sans elle, tout avait perdu son sens. Léa a tellement grandi, continua-t-il doucement en s'adressant à la photo. Elle a maintenant 15 ans, elle étudie dur, elle est si belle, tout comme toi. Parfois, quand elle me regarde avec tes yeux, l'espace d'un instant, j'ai presque l'impression que tu es revenu. De la poche intérieure de sa veste, Marc sortit une lettre froissée, la même qu'il lisait chaque année ce jour-là. C'était le dernier mot que Claire lui avait écrit avant l'accident. Marc, mon amour. Je sais que nous avons été distants ces derniers temps, mais je veux que tu saches que je t'aime plus que la vie elle-même. Il y a des choses que je dois te dire, des secrets que j'ai gardés pour te protéger. Mais bientôt, tout s'arrangera et nous pourrons être heureux comme avant. Je t'aime pour toujours. Claire. Pendant 3 ans, cette lettre l'avait tourmentée. Quel secret avait-elle voulu lui confier? Quelle vérité avait-elle emporté dans sa tombe? Alors que Marc s'apprêtait à se lever, il entendit des pas légers derrière lui. Il se retourna et vit une jeune fille d'environ 16 ans, maigre, vêtue de vêtements déchirés et sales. Ses cheveux étaient emmêlés. Elle ressemblait à l'une de ces innombrables enfants sans abri qui survivent dans les rues de Paris. « Excusez-moi », dit timidement la jeune fille. « Êtes-vous Marc Dubois ?» Marc la regarda, perplexe. « Oui, c'est moi. »« Qui es-tu » La jeune fille s'agita nerveusement, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. « Je m'appelle Sophie. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose de très important. »« Ce n'est pas le moment, mon petit, » répondit doucement Marc. « Je rends visite à ma femme. »« C'est précisément de votre femme que je dois vous parler, » insista Sophie en s'approchant. « Claire Dubois. » Marc sentit son cœur bondir. Il la fixa du regard. « Que as-tu dit? Le nom de ma femme ?» Sophie baissa la voix jusqu'à murmurer. « Parce que ta femme est vivante. Je l'ai vue hier soir. » Le monde de Marc s'arrêta net. Son souffle se coupa. Il regarda la fille comme un fantôme. « Qu'est-ce que vous avez dit? » Votre femme. Claire est en vie, répéta Sophie avec plus de fermeté. Je l'ai vue hier soir dans une maison de Belleville. Elle allait bien. Marc se releva d'un bond et attrapa Sophie par les épaules. C'est impossible. Tu es folle. Ma femme est morte il y a 3 ans. J'étais à son enterrement, je l'ai vue dans le cercueil. Non, monsieur, je vous en prie, écoutez-moi, dit Sophie en se libérant de son emprise.
Je vis dans la rue depuis la mort de mes parents. Je connais chaque recoin de cette ville. Il y a 3 jours, j'ai vu une femme distribuer de la nourriture. Quand je l'ai regardée, j'ai su que j'avais déjà vu son visage. Je l'avais vu dans les journaux d'il y a 3 ans. Les jambes de Marc cédèrent. Il s'assit lourdement sur un banc de marbre près de la tombe, secouant la tête. C'est impossible. Claire est morte dans un accident de voiture. La voiture a explosé. Ils ont retrouvé ses restes. Monsieur Dubois, dit doucement Sophie en s'asseyant à côté de lui. Je sais ce que j'ai vu. Cette femme, elle m'a donné à manger. Et quand je lui ai demandé son nom, elle a hésité. Puis elle a dit qu'elle s'appelait Marie. Mais je l'ai reconnue. C'était elle. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, murmura Marc d'une voix caverneuse, pourquoi te croirais-je? Tu n'es qu'une SDF. Tu veux sans doute de l'argent. Sophie ne dit rien. De la poche déchirée de sa veste, elle sortit délicatement un petit objet doré. Elle le lui tendit. C'était une boucle d'oreille. Marc eut le souffle coupé. Ses mains tremblaient lorsqu'il la prit. C'était la boucle d'oreille qu'il avait offerte à Claire pour leur dernier anniversaire, un petit cœur en or gravé des mots suivants. MC pour toujours. Elle l'a laissé tomber, murmura Sophie. Elle l'a lâché en s'enfuyant. Elle a entendu les sirènes. Je l'ai ramassé. La voix de Marc se brisa alors qu'il serrait la boucle d'oreille contre sa poitrine. Où as-tu eu ça, balbutia-t-il. Je vous l'ai dit, c'est cette femme qui a été choisie hier soir, cette femme dont vous dites qu'elle est morte. Marc regarda la boucle d'oreille, puis la tombe, puis de nouveau Sophie. Son esprit rationnel lui disait que c'était impossible, mais ce petit cœur doré était la preuve que quelque chose clochait. Si Claire était en vie, dit Marc d'une voix brisée, cela voudrait dire que quelqu'un a simulé sa mort. Mais pourquoi? Je l'ignore, monsieur. Je ne sais que ce que j'ai vu. Marc se releva à nouveau, cette fois avec détermination. Emmène-moi à elle. Emmène-moi à l'endroit où tu l'as vue. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elle avait l'air effrayée, comme si elle fuyait quelqu'un. Je m'en fiche. Je dois connaître la vérité. Sophie hésita. Monsieur Dubois, si votre femme est vraiment en vie et que quelqu'un l'a fait disparaître, cela signifie qu'elle est en danger. Et nous pourrions l'être aussi, si nous commençons à poser des questions. Marc regarda la photo de Claire sur la tombe. S'il y avait une seule possibilité qu'elle soit en vie, il devait le découvrir, aussi dangereux que cela puisse être. Sophie, dit Marc d'une voix ferme, si tu m'aides à la retrouver, je te donnerai tout ce que tu veux. Une maison, de l'argent, un avenir. Mais tu dois m'aider. Sophie hocha lentement la tête en signe d'accord. Mais il faut être prudent. Je soupçonne que cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En quittant le cimetière, Marc ne savait pas que leur conversation avait été entendue par quelqu'un caché derrière une tombe, quelqu'un qui savait maintenant que le secret était sur le point d'être découvert. Marc conduisait sa BMW à travers les rues de plus en plus dégradées menant à Belleville, l'un des quartiers les plus pauvres de Paris. Sophie, assise à côté de lui indiquait le chemin avec une nervosité croissante. C'est ici, dit Sophie, lorsqu'elles s'arrêtèrent devant un immeuble délabré des années 1970. 5e étage. Appartement 15. Marc contemplait le bâtiment gris aux vitres brisées et aux graffitis sur les murs. Il était impossible d'imaginer Claire, habituée au luxe de leur hôtel particulier de Neuilly, vivre dans un endroit pareil. Ils montèrent l'escalier sombre et malodorant. Ils atteignirent enfin l'appartement. Une porte en bois écaillée, sans nom sur la plaque. Marc hésita un instant, puis frappa doucement. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Visiblement, c'était Marc. Ils entendirent un mouvement rapide à l'intérieur de l'appartement, puis le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait. Sophie courut à la fenêtre de l'escalier et regarda dehors. Elle s'est enfuie, cria-t-elle dans la cour intérieure. Marc n'y réfléchit pas à 2 fois. Il dévala les escaliers, quitta le bâtiment et se précipita vers la cour. Il aperçut une silhouette féminine franchir une porte à l'arrière. L'espace d'un instant, la femme se retourna. Même de loin, même avec ses cheveux courts décolorés, même dans ses vêtements négligés, Marc la reconnut. C'était Claire. Claire, cria Marc de toutes ses forces. La femme s'arrêta un instant, comme si le son de sa voix la frappait comme un éclair.
Leurs regards se croisèrent, l'espace d'une seconde qui sembla éternelle. Puis Claire reprit sa course et disparut entre les bâtiments. Marc resta immobile dans la cour, le cœur battant si fort qu'il en avait mal. Elle était vivante. Claire était vivante. Sophie le rejoignit, essoufflée. « Tu l'as vue » ? « Oui » murmura Marc. C'était elle. Était-ce vraiment elle ? Ils retournèrent à l'appartement. Marc ouvrit la porte d'un coup de pied. L'appartement était petit et misérable, un lit double, une kitchenette, une salle de bain minuscule. Mais sur le lit, il y avait des vêtements de femme. Et sur la table de nuit, une photo. Marc a pris la photo et le monde a tourné. C'était une photo de lui, Claire et Léa, prise 2 ans avant la mort de Claire. Mais le plus choquant, c'est que la photo avait été coupée. La silhouette de Marc avait disparu. Seules Claire et Léa étaient restées. « Quelqu'un lui a fait croire que tu étais mort », dit Sophie en regardant la photo. « Ou alors quelqu'un l'a forcé à cacher sa mort », répondit Marc. En poursuivant ses recherches dans l'appartement, Marc trouva un autre indice dévastateur, un flacon de médicaments portant le nom de Marie Martin. Il s'agissait d'un pot d'antidépresseur très puissant. Marc Dubois. Ils se retournèrent. Sur le seuil se tenait un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, avec un sourire froid qui n'atteignait jamais ses yeux. « Qui es-tu » demanda Marc. « Je connais toute la vérité sur votre femme. Et si vous voulez la revoir vivante, vous devez venir avec moi. » Sophie attrapa le bras de Marc. « N'y allez pas. C'est un piège. » L'homme a ri. « C'est une fille intelligente. Mais tu n'as pas le choix. Si tu ne viens pas avec moi, Claire va vraiment mourir cette fois. Et vous deux aussi. » Marc regarda Sophie, puis l'homme. Chaque fibre de son corps lui disait de ne pas faire confiance, mais s'il y avait la moindre chance de sauver Claire, il devait prendre le risque. « D'accord, » dit Marc. « Mais elle vient avec nous. » Il a désigné Sophie. « Comme vous voudrez, » dit l'homme. « Mais rappelez-vous, monsieur Dubois, certains secrets sont mieux gardés. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Reprenons maintenant la vidéo. L'homme les conduisit à travers Paris jusqu'à une villa isolée en banlieue. Un endroit que Marc n'avait jamais vu, élégant mais sinistre, entouré de hauts murs et de caméras de surveillance. « Qui êtes-vous » demanda Marc en entrant. « Je m'appelle Robert Leclerc. J'étais, disons, l'associé de votre femme. » Claire n'avait pas d'entreprise. Elle était architecte. Elle travaillait pour des cabinets privés. Robert sourit amèrement. « Monsieur Dubois, votre femme avait de nombreux secrets. Et tous étaient très dangereux. » Il les fit asseoir dans un luxueux salon. Au mur, des photos de Claire dans des situations que Marc ne reconnaissait pas, Claire discutant avec des hommes en costume, Claire signant des documents, Claire dans des endroits qui ressemblaient à des bureaux de banque. Suisse. Il y a 3 ans, commença Robert. Votre femme était impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent sale. J'étais l'intermédiaire entre elle et des, disons, investisseurs internationaux peu recommandables. Marc sentit son monde s'effondrer à nouveau. Tu mens. Claire n'aurait jamais fait une chose pareille. Votre femme avait des dettes de jeu 5 millions d'euros, monsieur Dubois. Des dettes envers des gens qui n'acceptent pas les retards de paiement. Claire n'a pas joué. Elle jouait en ligne, sur des sites illégaux. Au poker. Au casino virtuel. À Paris. Elle a perdu tout son argent. Puis elle a commencé à utiliser les comptes de l'entreprise familiale. Quand elle a découvert que vous étiez sur le point de découvrir les mouvements bancaires suspects, elle a accepté de nous aider. Marc se leva furieux et cria « Où est ma femme ?» Robert appuya sur un bouton de la télécommande. Une vidéo en direct apparut sur un écran. Claire était dans une pièce blanche, assise sur une chaise, les mains liées. Elle semblait droguée et confuse. « Claire !» cria Marc. Robert monta le son. Ils entendirent la voix faible et distante de Claire murmurer « Marc. Marc, je suis désolé. J'ai tout gâché. Je t'ai menti pendant des années. L'argent, tout cet argent, c'était pour protéger Lésa. » « Protéger Lésa de quoi ?» demanda Marc d'une voix tremblante. Sur l'écran, Robert éteignit la vidéo. Il se tourna vers Marc. « Monsieur Dubois, voyez-vous, votre fille n'est pas votre fille. » Le silence dans la pièce était assourdissant.
Léa, c'est ma fille. Et celle de Claire. On a eu une relation il y a 20 ans, avant que Claire ne t'épouse. Quand Claire a commencé à s'endetter, je lui ai fait une proposition, simuler sa mort et venir vivre avec moi, sinon je révélerai la vérité sur Léa. Marc avait l'impression que quelqu'un lui avait arraché le cœur de la poitrine. Léa n'est pas, ma fille? Claire a choisi de te protéger de la douleur de la vérité. Elle a simulé sa mort avec mon aide. Mais maintenant, elle en a assez de cette vie, et elle veut revenir. Le problème, c'est qu'elle en sait trop sur nos liaisons. Sophie, restée silencieuse jusque-là, se leva brusquement. Menteur, dit-elle. Robert la regarda, surpris. Je connais Léa. On va au même lycée, même si elle ne s'en rend pas compte, car on est dans des classes différentes. Et Léa? Léa est identique à son père. Elle a les mêmes yeux, le même nez, la même expression. Elle ne te ressemble pas du tout, Robert. Tu ne peux pas savoir ça, balbutia Robert. De plus, poursuivit Sophie d'une voix ferme, si Claire avait vraiment des dettes de jeu, pourquoi toutes ses cartes de crédit étaient-elles encore actives à sa mort? Pourquoi Monsieur Dubois n'a-t-il jamais reçu de demande de paiement de ses créanciers? Marc regarda Sophie avec reconnaissance. La fille avait raison. Robert se leva nerveusement. Ça n'a plus d'importance. Vous en savez tous les deux trop. Claire, demanda Marc d'une voix menaçante, où est-elle? Elle est en sécurité. Et elle le restera, si tu fais tout ce que je te dis. Mais Robert ne savait pas que Sophie avait un plan. Pendant que Robert était au téléphone dans la pièce d'un accent grave côté, Sophie s'approcha de Marc et lui murmura. Je sais qui est vraiment cet homme. Mon père était détective privé avant de mourir. Il enquêtait sur Robert Leclerc pour chantage contre des femmes mariées fortunées. Marc sentit la colère exploser en lui. Alors Claire. Claire est une victime, souffla-t-il. Robert est revenu dans la pièce. J'ai parlé à mes associés. Claire a assez vécu, et vous aussi. Robert a sorti une arme de sa veste. Mais Sophie lui lança un vase, le frappant en pleine tête. Marc se jeta sur lui, luttant pour s'emparer de l'arme. Pendant la bagarre, il donna un coup de pied, brisant une vitre. Robert tomba au sol, sonné. Vite, cria Sophie. Il faut retrouver Claire. Au sous-sol, ils ont trouvé Claire assise sur une chaise, fortement sous sédatif. Claire. Marc la secoua doucement. C'est Marc. Je suis là. Je suis là pour te ramener chez toi. Claire ouvrit lentement les yeux. Marc. C'est vraiment toi. Oui, mon amour. Je suis là. Claire s'est mise à pleurer. Il m'a forcé, il a dit qu'il te ferait du mal à toi et à Léa. Sophie se tenait près de la porte, alerte. J'entends des sirènes, dit-elle. J'ai appelé la police. Ils refusent de quitter la villa. Quelques instants plus tard, des voitures de police sont arrivées. Robert Leclerc a été arrêté, ainsi que ses complices. 2 mois plus tard, le manoir de Nileswood était à nouveau plein de vie. Claire se remettait lentement du traumatisme avec l'aide d'un psychologue et l'amour de sa famille. Léa avait accueilli le retour de sa mère avec des larmes de joie. Sophie vivait désormais avec eux. Marc lui avait proposé de faire partie de leur famille, et elle avait accepté. « Comment as-tu survécu » demanda Marc à Claire un soir. « Je pense à toi et à Léa » murmura Claire doucement. « Robert m'a fait croire que si je m'enfuyais, il vous tuerait tous les deux. Il m'a même montré de fausses photos de vos funérailles. J'ai cru vous avoir perdu à jamais. » Marc l'embrassa tendrement. « Claire, tu étais une victime. Il n'y a rien à pardonner. Robert avait découvert certains de mes mauvais placements et avait commencé à me faire chanter. Je n'ai jamais joué, comme il le prétendait. » Ce soir-là, la famille était réunie, Marc, Claire, Léa et Sophie. « Papa, dit Léa, demain je vais au cimetière, pour enlever la pierre tombale de maman. » Eh bien, dit Marc, maintenant c'est un symbole de renaissance. Sophie parlait doucement. Monsieur Dubois, ce jour-là au cimetière, vous m'avez cru immédiatement. Pourquoi? Marc sourit. Parce que le véritable amour ne meurt jamais, Sophie. Il est peut-être caché, mais il ne meurt jamais. Claire prit les mains de Marc et Sophie. Et grâce à une fille courageuse, notre amour a trouvé le chemin de la maison. 2 ans plus tard,
Sophie obtient son diplôme avec les meilleures notes et choisit d'étudier la médecine légale. Je veux aider d'autres familles, a-t-elle déclaré fièrement le jour de sa remise de diplôme. Marc murmura à Claire. Parfois, les anges n'ont pas d'ailes. Parfois, ils ont juste le courage de dire la vérité. Leur histoire a prouvé que le véritable amour peut surmonter n'importe quelle tromperie. Que la vérité a toujours la force d'émerger. Et que parfois, les sauveurs surgissent des situations les plus inattendues. Si cette histoire vous a ému aux larmes, si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toute tromperie et que la vérité a toujours la force d'émerger, laissez un petit cœur ci-dessous. Je veux avoir de tes nouvelles. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'important vous était caché? Croyez-vous que l'instinct du cœur est plus fort que le témoignage des yeux? Racontez-moi vos histoires de vérité cachée et de retrouvailles miraculeuses dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, aimez-la. Si vous croyez que le véritable amour ne meurt jamais, abonnez-vous pour ne rien manquer d'une histoire qui prouve que la vérité triomphe toujours. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de croire que les miracles existent encore. Ajoutez, la vérité finit toujours par éclater, si vous croyez aussi qu'aucun secret ne peut rester caché éternellement. N'oubliez pas, peu importe l'ampleur des mensonges, leur complexité ou la puissance de ceux qui les racontent, le véritable amour et la vérité ont toujours la force d'émerger. Et parfois, ce sont les personnes les plus humbles et les plus courageuses qui mettent en lumière ce que d'autres voudraient garder caché. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, avec une autre histoire qui vous fera croire à la force de l'amour et du courage. Je vous aime, famille du cœur.